Nous allons appeler maintenant Irène Frachon à nous rejoindre pour nous parler de l'imprévu dans un scandale sanitaire, de quelle manière parfois il est nécessaire de parler et de dénoncer, donc de donner l'alerte. Irène Frachon est responsable de l'unité de pneumologie de l'hôpital de Brest et pour beaucoup, vous connaissez son rôle très important dans dans la sensibilisation à l'affaire du Mediator. Irène Frachon, merci. 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 Bonjour à tous. Beaucoup d'imprévus ce matin. Je suis arrivée ce matin, effectivement, en étant obligée de bousculer mon programme. Ma vie est bousculée depuis quelques années. Et l'imprévu, là, c'était un problème de santé d'un de mes collègues qui m'oblige à retourner très vite à Brest, m'occuper de mes patients tout à l'heure. Je vous remercie d'avoir bousculé le programme pour me permettre de m'exprimer. L'imprévu aussi ce matin, c'est le fait d'entendre à l'instant même le récit de ce que j'ai vécu il y a 21 ans, une grossesse perturbée par l'imprévu, l'annonce d'une malformation. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de rendre hommage, puisque j'ai rencontré cet être rare dont on vient de vous parler. Il s'agissait de Madame Claire Féqueté, il y a 21 ans. Mon fils va bien. Merci. Il a 21 ans. Voilà. Il y a quelques années, il y a eu une histoire effectivement extraordinairement imprévue qui a été l'éclatement de l'affaire du Mediator et la stupéfaction de découvrir qu'il pouvait exister des actes de ce que j'ai appelé au fil du temps de pharmacodélinquance criminelle d'une extrême gravité, puisque cela a abouti à la mise en jeu et au décès de centaines et même de milliers de personnes par empoisonnement. Ce sont donc des éléments qui ont bien évidemment terriblement bousculé le monde médical avec la mise en examen pour des faits de tromperie, d'escroquerie, etc. Voilà, d'un certain nombre de personnes dans l'attente d'un procès futur, mais ça n'est pas de cet imprévu dont je viens vous parler aujourd'hui. Celui-là, il a fait les gros titres des journaux de manière récurrente depuis 5 ans. Il y a dans cette affaire du Mediator un autre imprévu, et c'est celui-là dont je vais vous dire un tout petit mot aujourd'hui, car il est moins connu et je pense qu'il peut intéresser la communauté, en particulier scientifique, dont certains font partie. Et voilà. Dans l'affaire du Mediator, il y a une chose que tout le monde a comprise et qui sera probablement, qui a déjà été en partie jugée et qui concerne effectivement la dissimulation de la toxicité en réalité d'un médicament commercialisé pendant de très nombreuses années. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce médicament, le Mediator, a provoqué donc des anomalies pulmonaires, l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est une maladie très rare, mais également de façon extraordinairement fréquente des valvulopathies cardiaques, aboutissant à des interventions lourdes ou au décès. Le Mediator est commercialisé depuis 1976 et il a été retiré du commerce en 2009, 33 ans de commercialisation. Et une question peut-être que vous pouvez vous poser, il y a eu une tromperie, donc dissimulation d'effets secondaires, mais ces effets secondaires, ils ont bien eu lieu. Il y a eu des millions, plutôt des milliers, des dizaines de milliers, probablement des centaines de milliers de valvulopathies émergentes sous ce traitement pendant 33 ans. Alors la deuxième question, c'est que s'est-il passé ? Comment se fait-il que personne n'ait vu l'émergence de ces anomalies ? Deuxième chose totalement imprévue, je vous rappelle que je suis pneumologue. Donc je n'y connais rigoureusement rien à la pathologie cardiaque. Alors voilà l'histoire en 2 mots. Je me suis intéressée aux effets toxiques du Mediator en 2007 en découvrant une patiente atteinte d'hypertension artérielle pulmonaire, qui est donc une maladie extrêmement rare, mais dont il se trouve que je suis relativement spécialiste, et qui avait été exposée des dizaines d'années au Mediator. Il se trouve que j'avais une information supplémentaire qui était
une probable proximité de la molécule du Mediator avec celle de l'isoméride, qui avait été responsable 10 ans auparavant d'un premier drame sanitaire qui a été celui de très nombreuses hypertensions pulmonaires, souvent mortelles, émergentes sous isoméride, conduisant à son retrait, à son interdiction en 1997. Donc à partir de 2007, je m'interroge sur la possibilité que le Mediator soit également un facteur de risque de ces hypertensions artérielles pulmonaires. Il se trouve que quelques mois plus tard, parce que je travaille beaucoup en multidisciplinaire avec mes collègues cardiologues, un de mes collègues me parle d'une valvulopathie chez une patiente qui, à l'interrogatoire, avait consommé du Mediator. Et il se trouve que ce type de valvulopathie ressemblait étrangement à des valvulopathies qui avaient été admirablement décrites, notamment par les Américains, sous isoméride, qui avaient été commercialisées sous le nom de Redux aux États-Unis. Alors, attrapant, je dirais, ce biais indirect pour essayer de rassembler des effets peut-être d'une même famille, je m'intéresse pour la première fois de ma vie à une valvulopathie. À tel point que je vais aller au bloc opératoire, que je vais aller faire un certain nombre de démarches, d'abord avec cette patiente, qui vont me conduire à rapprocher ces observations avec ce qui avait été décrit avec l'isoméride. Et puis, je vais trouver des analogies absolument frappantes. Et mes collègues cardiologues, avec qui je vais beaucoup discuter, petit à petit, vont me signaler un certain nombre de malades exposés au Mediator. Et puis, je vais commencer à les chercher activement, tout d'abord par le biais, tout simplement, de mon activité qui m'a conduit à prendre en charge parfois des valvulaires parce qu'ils avaient, par exemple, un épanchement pleural, puis de façon beaucoup plus systématique, en allant chercher par le biais des codages informatiques dans les archives de l'hôpital des patients qui avaient souffert de valvulopathie pour éventuellement retracer une toxicité possible de ce médicament isoméride. Et puis, ça a été extraordinairement fructueux puisque un certain nombre de dossiers très graves ont émergé et dans lesquels je reconnaissais à chaque fois ce qui me paraissait, moi, être une marque de la toxicité, un marqueur très fort de la toxicité du Mediator, analogue à celle de l'isoméride. Et puis, alors, toute fière, j'allais voir mes collègues cardiologues en leur disant « j'en ai un autre ». Et alors là, ça a commencé un petit peu à s'enrayer, c'est-à-dire que quand je leur amenais ces échographies, etc., mes collègues me regardaient et puis me disaient « non mais là Irène, ça va pas, ce que tu me montres, c'est pas possible. Ça, c'est typique d'une valvulopathie rhumatismale ». Alors, de quoi parle-t-on ? Vous savez tous que le rhumatisme articulaire aigu est une maladie qui a fait des ravages jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, au moins dans le monde entier, dans les pays occidentaux, et qu'après l'avènement des antibiotiques permettant de traiter les angines streptococciques, le rhumatisme articulaire aigu a totalement disparu à partir des années 50 puis 60 des pays occidentaux. Malheureusement, il reste tout à fait important en prévalence ailleurs, et au point de devenir une maladie quasiment virtuelle. Pourquoi est-ce que le RA était redoutable? Il était douloureux pour les enfants, mais surtout, les conséquences à long terme étaient fréquemment l'émergence de terribles valvulopathies mortelles, souvent pour de jeunes adultes, et qui ne laissaient guère de chance en l'absence d'une chirurgie cardiaque. Ça a été donc je dirais, la production de valvulopathies graves qui ont énormément mobilisé à la fois la communauté cardiologique et de chirurgie cardiaque pendant des années, et l'émergence d'ailleurs de cette chirurgie cardiaque, des prothèses valvulaires et de toutes ces innovations absolument extraordinaires qu'on a vues avec les opérations à cœur ouvert. Jusqu'ici, donc, s'est forgée une sémiologie de ces valvulopathies rhumatismales. L'avènement de l'échographie cardiaque a donné un deuxième élan à cette possibilité de description et de connaissance de ces valvulopathies à partir des années 80, avec petit à petit donc, la mise en place donc, de connaissances qui se sont, je dirais, un peu figées. C'est-à-dire que, voilà, ce qu'était une valvulopathie rhumatismale. Alors, moi, j'arrive donc
totalement innocente de ces connaissances académiques extrêmement solides, et je vais interroger mes collègues cardiologues sur des valvulopathies que moi j'estime, en partant de rien, finalement, peut-être liées à la toxicité du Mediator. Et à chaque fois, mes collègues, de plus en plus souvent, vont un petit peu me remettre à ma place en me disant « mais non, là, on est dans une valvulopathie rhumatismale ». Alors je dis « mais pourquoi tu me dis rhumatisme articulaire aigu? Cette patiente n'a jamais eu d'angine, elle n'a jamais souffert de RA, elle n'a jamais rien eu durant sa vie. Ah mais oui, mais c'est affadi par les antibiotiques, donc ça peut émerger plus tard, ça ne peut pas être autre chose ». Et jusqu'au jour où un de mes collègues me dit « la valvulopathie que tu cherches à me faire acheter, là, comme valvulopathie rhumatismale, comme médicamenteuse, elle est rhumatismale comme dans les livres ». Et là, j'ai un espèce de tilt, c'est-à-dire je me dis « mais dans le fond, réfléchissons, on va redébobiner l'affaire ». Les valvulopathies rhumatismales, elles étaient extraordinairement fréquentes dans les années 50, dans les années 60, puis les conséquences cardiaques durent 70, 80, au fur et à mesure que le temps s'écoule. Les coupe-fins qui sont pourvoyeurs de valvulopathies médicamenteuses sont mis sur le marché à partir de 1963 avec le Pondéral, 1976 avec le Mediator, puis 1985 avec l'isoméride, avec un marché qui va devenir explosif. Et je me dis, nous sommes en 2009, comment se fait-il et si il y avait eu une confusion, est-ce possible qu'il y ait eu une confusion entre les valvulopathies rhumatismales décroissantes et l'émergence de nouvelles valvulopathies d'autres causes, mais assimilées à des valvulopathies rhumatismales, avec une histoire qui se reconstruit. Il n'y a pas eu de RA, parce qu'il n'y en a plus, mais on va parler d'angines fréquentes, à répétition, d'antécédents d'amygdalectomie, des antécédents qui concernent peut-être 80% des personnes présentes aujourd'hui. Donc quelque chose qu'on retrouve et qui va permettre de remettre ces valvulopathies dans une case connue et familière. Il fallait donc aller chercher cela dans les livres. Donc, je suis allée chercher les bibles de la cardiologie française, publiées dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000. Et j'ai vu petit à petit, dans la description, émerger des valvulopathies très particulières par rapport à ce qui est classique de la valvulopathie rhumatismale, qui est généralement sténosante. Ça donne ce qu'on appelle le RM, le rétrécissement mitral serré. Et je vois dans ces chapitres émerger une forme très particulière de ces valvulopathies, beaucoup moins sténosante, beaucoup plus fuyante, jusqu'à être complètement fuyante, jusqu'à ce que disparaissent des éléments qui étaient en principe pratiquement constants, qu'on appelle des fusions commissurales, etc. Enfin, tout un tas de descriptions. Et je vois en réalité sous mes yeux se décrire, notamment par échographie, des valvulopathies, pour moi, totalement caractéristiques et familières d'une étiologie médicamenteuse, mais irrésistiblement classées dans la boîte rhumatismale. Alors, ça a été un petit peu une révélation, c'est vraiment l'imprévu total, et à tel point que j'en ai reparlé donc avec mes collègues, qui commençaient à se forger, notamment mes collègues brestois, une autre sémiologie à partir de ces patients exposés au Mediator. Je leur ai mis sous le nez ces descriptions, et ils m'ont dit oh, « mais c'est saisissant, c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui avec ces patients traités par le Mediator ». Alors, que veut dire tout ce que je vous raconte? Il y a eu, après l'émergence du scandale du Mediator, des cardiologues qui se sont mis au travail et qui ont essayé d'évaluer le surrisque lié à l'exposition à ces produits et qui ont calculé avec un certain nombre d'études, qu'en gros, quand vous prenez une population que vous exposez au Mediator ou à l'isoméride, au bout d'un an, environ 16%
vont développer des fuites valvulaires pathologiques, dont un certain nombre iront jusqu'à des formes extrêmement graves, heureusement minoritaires. 16%. En 33 ans, le Mediator a été consommé par environ 5 millions de personnes. Si on rajoute le nombre de personnes qui ont été exposées à l'isoméride, on aboutit à plus de 10 millions de Français exposés à ces produits-là. Cela veut donc dire que ces 30 dernières années, environ 1 million, peut-être 600 000 si on parle que de ce qui concerne le Mediator, plus d'1 million si on envisage l'ensemble de la population qui a été exposée à ces produits-là, ont développé une valvulopathie généralement régurgitante, allant de valvulopathie triviale à des valvulopathies extrêmement graves, qui ont été toujours classées rhumatismales. C'est cette histoire que je vous raconte qui est en fait une banalité dans l'histoire des sciences. En ce qui me concerne, c'est les sociologues qui sont venus me raconter que ça allait être très compliqué de faire comprendre à une communauté scientifique très experte qu'il y avait eu un basculement d'étiologie et qu'une connaissance devait en remplacer une autre. C'est quelque chose de tout à fait banal. Pour moi, c'était évidemment une immense surprise. Et aujourd'hui, vous pourrez le voir dans les derniers communiqués du collège qui est chargé de l'indemnisation des victimes qui ont été exposées au Mediator, notamment à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. L'immense majorité des patients qui viennent aujourd'hui réclamer la reconnaissance de leur préjudice ont été, je dirais, inexorablement qualifiés pendant toute leur histoire médicale de valvulopathie rhumatismale. Inutile de vous dire que j'étais bien évidemment extrêmement loin d'appréhender, d'attendre, puisqu'on ne l'attend pas, cet imprévu scientifique, alors que je cherchais tout simplement si le Mediator était un facteur de risque d'une maladie pneumologique très rare, l'hypertension artérielle pulmonaire. Voilà donc l'imprévu scientifique au sein de cette histoire et qui est un des piliers aussi de compréhension de la possibilité d'une telle catastrophe sanitaire. Je vous remercie. Merci infiniment Irène Frachon. Ça paraît tellement simple quand elle le raconte. Hein. On se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, n'importe qui aurait pu avoir ce type de raisonnement. Eh bien non, il faut justement pouvoir bousculer incroyablement un certain nombre d'idées reçues. Il faut surtout ne pas appartenir à une communauté scientifique pour pouvoir raisonner sans avoir, entre guillemets, ce qui peut devenir des dogmes ou des préjugés je dirais, académique. Voilà. Il faut pouvoir voir les choses de l'extérieur pour changer de perspective. Donc j'ai été beaucoup critiquée par des cardiologues qui m'ont dit « mais de quoi elle se mêle, celle-là, les pneumologues ?» Et c'est bien parce que je suis pneumologue que cet imprévu a pu effectivement, je pense, être plus évident. Voilà. En tout cas, c'est un beau thriller médico-pharmaceutique. Alors c'est vrai qu'on l'a vu, on l'a beaucoup entendu dans la presse, mais chaque fois que vous le racontez, on est saisi par la même stupéfaction quand on entend ce déroulement. Alors Irène Frachon, comme je disais tout à l'heure, elle nous a fait vraiment la grande amitié de venir très rapidement entre deux avions de Brest. Je crois que vous devez repartir assez vite, oui, à 10h25. Donc normalement la discussion est à la fin des interventions, mais peut-être s'il y a une question, on autorise une question éventuellement à Irène, s'il y a une question urgente dans la salle. Je suis encore là jusqu'à 10h30 en principe. Là-bas. Levez-vous, madame, peut-être le... Non, je suis vraiment tellement... Hop, voilà. Ça, c'est incroyable, parce que valvulurète postérieure. Il a le un peu chenu. J'ai pas compris ce qui caractérisait l'étiologie médicamenteuse d'une valvulopathie au niveau anatomique, puisque jusque-là, ça n'avait jamais été décrit. Enfin, est-ce qu'il y a eu d'autres médicaments qui ont pu produire des valvulopathies?
et qu'il y a eu une description dans ce cas-là. Alors oui, vous avez raison. Il se trouve que ceux qui ont décrit les valvulopathies et découvert les valvulopathies à l'isoméride, ce ne sont pas les Français, ce sont les Américains. Et c'est d'ailleurs ce qui a sonné le glas de l'isoméride en 1997. Et c'est à la Mayo Clinic, à donc Rochester, parce que les chirurgiens ont fait le rapprochement entre ces valvulopathies et des caractéristiques qui avaient été décrites avec des valvulopathies associées à une tumeur carcinoïde, qu'on appelle donc des valvulopathies carcinoïdes, c'est-à-dire la tumeur carcinoïde qui sécrète de la sérotonine, qui métastase dans le foie, crache de la sérotonine sur la valve tricuspide. C'est évidemment une maladie, comme vous imaginez, pas très fréquente et qui donne des valvulopathies très très particulières et dont les caractéristiques ont été rapprochées par ces chirurgiens de ces valvulopathies médicamenteuses. La deuxième chose, c'est que, donc ça c'est la voie de la sérotonine et une caractérisation très particulière de ces valvulopathies. Et le deuxième indice, c'était la description dès les années 70 de valvulopathies médicamenteuses aux dérivés de l'ergot de seigle. Et là encore, moi j'ai retrouvé donc des planches anatomiques autopsiques de patients qui avaient souffert de valvulopathie au métisergide et l'analogie avec les patients, dont certains malheureusement que j'ai autopsiés, était absolument frappante. Donc il y avait des antécédents qui permettaient éventuellement d'avoir la possibilité de faire ces rapprochements. Ils ont été faits aux États-Unis, ils n'ont malheureusement pas été faits en France, parce qu'il y a eu, je pense, et j'en ai même vraiment la démonstration, parce qu'on le voit dans tout, il y a eu véritablement en fait, non seulement une confusion, mais une appropriation de ces caractéristiques qui ont été considérées et attirées dans la boîte rhumatismale. Et donc, à partir de ce moment-là, il devient extraordinairement difficile de sortir d'un raisonnement circulaire de ce type-là. Et certains cardiologues commençaient à se poser beaucoup de questions sur ces valvulopathies quand même, peut-être rhumatismales, mais enfin, nom d'un chien, on est en France en 2010, 2011, 2012, donc ça collait de moins en moins bien, mais la tromperie et la dissimulation que le médiateur pouvait être ce responsable-là a fait le reste.